Bienvenue sur IFSI Réussite. Chaque vidéo que tu regardes et que tu écoutes, c'est un sujet IFSI complet et converti en un cours vivant. Aujourd'hui, on travaille le sujet de l'UE 2.11 du semestre 1, pharmacologie et thérapeutique, sorti en janvier 2023 à l'Université de Bordeaux. Bienvenue dans LA nouvelle façon d'apprendre. Passons directement au cas clinique numéro 1, Madame D et le fentanyl. L'histoire de Madame D. Comprendre les opiacés sans les oublier. Madame D, 97 ans, imagine une grand-mère au dos cassé par les années, qui vit chez sa fille. Elle souffre de fractures vertébrales et de douleurs intenses. On a tout essayé, le paracétamol, les antalgiques de palier 2, rien n'y fait. Alors, le médecin sort l'arme lourde, le fentanyl. Le fentanyl, c'est un opiacé, c'est-à-dire une substance dérivée de la morphine, qui agit directement sur les récepteurs morphiniques du cerveau, pour bloquer la douleur. On dit aussi que c'est un antalgique de palier 3, selon la classification de l'OMS. Attention, ne confonds pas, ce n'est pas un anti-inflammatoire, et pas un palier 2 comme le tramadol. Tu peux t'en souvenir avec cette image. Le fentanyl, c'est le bulldozer des antalgiques. Il est souvent utilisé pour les douleurs cancéreuses ou les douleurs chroniques intenses. Et attention, c'est un stupéfiant, comme une clé de coffre-fort. Il faut une prescription très encadrée et une traçabilité stricte. Durogésique et Abstral, deux visages du même médicament. Madame D reçoit deux formes de fentanyl. Le durogésique, c'est le patch transdermique à libération prolongée. Il délivre la molécule lentement pendant 72 heures. Et elle reçoit de l'Abstral. C'est le comprimé sublingual à libération immédiate, utilisé en cas de douleurs aiguës par poussée. De douleurs aiguës par poussée. Voilà. Tu peux les visualiser comme deux voitures. Le patch, c'est le bus de ligne, lent mais constant. Le comprimé sublingual, c'est le taxi rapide pour les pics douloureux. Même si le durogésique se pose sur la peau, il agit dans tout le corps. Le fentanyl passe dans le sang après avoir traversé la peau. Donc oui, c'est une action systémique. Et pour Abstral, même principe, on le met sous la langue. Il passe dans la circulation sanguine. Attention, l'action n'est pas locale et ce n'est pas une voie orale classique. On ne l'avale pas, on le laisse fondre. Les effets indésirables du fentanyl. Quand le fentanyl agit trop fort, le corps s'endort. Les effets indésirables typiques, à bien connaître, il y a la somnolence, les vomissements, les prurites, c'est quand ça gratte, et la rétention d'urine. Attention, erreur fréquente, certains croient qu'il donne de la diarrhée, mais c'est faux. Au contraire, comme tous les morphiniques, il ralentit le transit. Tu peux t'en souvenir avec cette image. Le fentanyl, c'est comme un frein général du corps. Il ralentit tout. La douleur, mais aussi la respiration, la vigilance et même les intestins. Le drame du double patch. 2 jours plus tard, Madame D somnole, vomit, respire mal. Aux urgences, on découvre 2 patchs. Un de 50 microgrammes et un de 25 microgrammes. Le diagnostic saute aux yeux. C'est un surdosage. Le fentanyl, mal dosé, peut ralentir la respiration jusqu'à l'arrêt. Ce n'est pas de la toxicomanie.
C'est une erreur médicamenteuse, typique des traitements transdermiques. Tolérance, le corps qui s'habitue. Quelques jours avant, le médecin avait augmenté la dose de 25 microgrammes à 50 microgrammes, car les douleurs revenaient. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Le corps s'habitue. Il faut plus de produits pour la même efficacité. Tu peux t'imaginer une barrière de sécurité qui recule à chaque dose. Attention, ce n'est pas du sevrage, ni de l'abus, et ni même de la iatrogénie. C'est juste le cerveau qui s'adapte. C'est ça qu'on appelle la tolérance. L'erreur médicamenteuse. Évitez le drame. Ici, la fille de Madame D n'a pas retrouvé l'ancien patch. Elle en a collé un nouveau sans savoir que l'autre était encore là. Résultat, il y a eu un surdosage, donc une erreur médicamenteuse. C'est évitable, c'est iatrogène, parce que c'est causé par le soin, et c'est un événement indésirable grave. Pas de doute, le problème s'est produit à l'étape d'administration. Image mentale, imagine la fille comme une infirmière improvisée, qui colle 2 pansements antidouleurs sans le savoir. Le médicament, lui, continue de diffuser double dose. Les patchs, règle d'or à retenir. Les patchs transdermiques sont malins. Ils contournent le foie. Pas de premier passage hépatique. Ils doivent être posés sur une peau propre, non lésée, et on ne les découpe jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent un réservoir de principes actifs. Si tu le coupes, tu risques une diffusion massive. Et non, à la fin des 72 heures, le patch n'est pas vide. Il reste toujours du fentanyl, donc il doit être éliminé selon la filière des déchets médicamenteux. Pas à la poubelle. En cas de surdosage, l'arme secrète, la naloxone. Quand un patient fait une overdose d'opioïdes, on a un antidote magique, la naloxone. C'est un antidote antagoniste morphinique, utilisé aussi bien pour une overdose à la morphine que pour une overdose à l'héroïne. Elle s'administre par voie injectable, souvent en IV ou en IM. Attention, pas par voie orale, et pas un traitement de la constipation, ne pas confondre avec la naloxégol. Tu peux l'imaginer comme une clé d'urgence qui déverrouille les récepteurs morphiniques du cerveau et permet au patient de respirer à nouveau. À retenir pour l'examen, quand tu penses à fentanyl, pense à palier 3, opiacé, stupéfiant. Le durogésique, c'est un patch à action prolongée systémique. L'abstral, c'est sublingual, ça a une action rapide systémique. Les effets indésirables sont la somnolence, les vomissements, le prurite et la rétention d'urine. La tolérance, c'est le besoin d'augmenter la dose. Une erreur médicamenteuse, c'est possible si le patch est non retiré. Un patch, il faut que la peau soit propre, pas de découpe, pas de poubelle ordinaire. Et la naloxone, c'est l'antidote des opioïdes. On continue avec le cas clinique numéro 2. Madame T et la warfarine. Madame T et son sang à surveiller comme du cristal. Madame T a 76 ans.
Elle vit en EHPAD et porte dans son cœur une prothèse valvulaire. Mais ce cœur mécanique a une exigence. Il déteste les caillots. Alors, pour que le sang reste fluide, on lui donne de la coumadine, c'est-à-dire de la warfarine. C'est un antivitamine K. Ça s'écrit AVK. Imagine la vitamine K comme une petite ouvrière du foie qui fabrique les facteurs de coagulation. Les AVK viennent bloquer cette ouvrière. Résultat, moins de facteurs, donc le sang coagule plus lentement. Les facteurs touchés sont, c'est écrit en chiffres romains là, 2, 7, 9 et X, donc 10. Un moyen mémotechnique, c'est 1972. Donc si vous avez quelqu'un dans la famille qui est né en 72, ça va vous aider. Donc il faut le dire 1972. En disant 1972, vous avez le 10, le 9, le 7 et le 2. Donc vous les retrouvez ici, le 2 là, le 7 ici, le 9 et le 10. Ce sont les facteurs vitamine K dépendants. Si tu retiens le foie fabrique les facteurs de la coagulation, mais les AVK bloquent la vitamine K, tu tiens l'essentiel. Pourquoi la prudence est reine chez la personne âgée? Chez Madame T, tout est plus lent. Le foie peut être fatigué, les reins moins efficaces, et les médicaments s'accumulent plus facilement. Les personnes âgées ont souvent plusieurs traitements. Les interactions médicamenteuses sont fréquentes. Et contrairement à ce que certains pensent, elles sont plus sensibles aux effets indésirables, pas moins. Donc chez la personne âgée, on adapte toujours. On vérifie la fonction hépatique, la fonction rénale, les comorbidités et les interactions. Les AVK, comment ils agissent vraiment? Les AVK ne touchent pas les plaquettes. Ce n'est pas leur terrain de jeu. Ils antagonisent la vitamine K, donc ils agissent sur la coagulation, pas sur l'agrégation plaquettaire. On dit qu'ils ont une action indirecte sur la coagulation, car ils bloquent la fabrication des facteurs dans le foie. Ils ne sont pas utilisés en urgence absolue. On les emploie souvent en relais d'une héparine. Mais attention, ils interagissent fortement avec les AINS. Mélanger les deux, c'est comme ajouter de l'huile sur un feu de saignement. Tu augmentes le risque hémorragique. Le moment de la prise, régularité avant tout. La warfarine se prend par voie orale, une seule fois par jour, toujours à heure fixe, souvent le soir, pour que le médecin puisse ajuster la dose selon le résultat du jour. Certains aliments riches en vitamine K, comme le chou, les épinards, le brocoli, diminuent son action. Mais on ne les interdit pas, on évite simplement les excès. Et surtout, l'éducation thérapeutique est la clé. Si le patient comprend pourquoi il prend son traitement, il sera plus observant. L'oubli du comprimé. Madame T oublie parfois sa coumadine. Un matin, le comprimé traîne sur la table. Dans ce cas, on ne double jamais la dose. Tu fais prendre le comprimé si l'heure n'est pas trop éloignée et tu préviens l'infirmier. Le but, c'est d'assurer la sécurité médicamenteuse, sans précipitation. On ne jette pas le médicament sans en référer. On communique toujours. La surveillance, c'est l'INR qui parle. Avec les AVK, on ne surveille ni le TCA, ni les plaquettes, ni le facteur anti-10A. Dans une ancienne vidéo, j'avais dit facteur anti-XA. Donc j'ai fait mes petites recherches.
Et c'est bien facteur anti 10A. Voilà, l'erreur est humaine. Voilà, personne n'est parfait. Et je suis loin de l'être. Et donc ouais, c'est du chiffre romain. C'est anti 10A. Le bon marqueur, c'est l'INR. International Normalized Ratio. Il mesure le temps de coagulation par rapport à la normale. Trop bas, c'est un risque de thrombose. Trop haut, c'est un risque de saignement. Et tous les jours, on garde l'œil ouvert sur les saignements extériorisés. Nez, gencives, urine rouge, bleu inhabituel. Tu peux te dire que l'INR, c'est le baromètre du sang. Il te dit s'il coule trop vite ou trop lentement. Que faire en cas de surdosage ? Quand l'INR s'envole ou qu'un patient saigne, on arrête temporairement la warfarine. Et pour la contrer, on donne de la vitamine K. C'est son antidote naturel. Attention, pas de naloxone, pas de protamine. Ça, c'est pour d'autres classes de médicaments. Juste la vitamine K, administrée avec prudence. Quand la chirurgie s'invite. Madame T chute et se fracture le col du fémur. Avant l'opération, il faut éviter tout saignement incontrôlable. Alors, on interrompt les AVK et on met en place un relais AVK-héparine. On garde les deux un temps, puis on arrête l'AVK quand l'héparine a pris le relais. C'est ce qu'on appelle le chevauchement thérapeutique. L'opération ne sera possible que si l'INR est dans les normes. Pas trop haut, pas trop bas. Là encore, l'INR décide du feu vert pour le bloc. Donc à retenir pour l'examen, quand tu penses warfarine AVK, retiens. Ça bloque la vitamine K en agissant sur les facteurs 2, 7, 9 et 10. Donc pour s'en souvenir, 10, 972. La surveillance, c'est avec l'INR. Il y a des interactions fortes avec les AINS. La prise doit être régulière. Attention aux aliments riches en vitamine K. Le surdosage, dans ce cas-là, en cas de surdosage, il faut de la vitamine K, car c'est son antidote naturel. Le relais AVK héparine, c'est avant la chirurgie. Et chez la personne âgée, prudence, surveillance hépatique et rénale. Passons maintenant au cas clinique numéro 3. Madame M, le tramadol, les AINS, les corticoïdes, la contraception et l'HBPM. Madame M est la trottinette du destin. Madame M a 19 ans. Une chute en trottinette, 2 chevilles fracturées, quelques dermabrasions et un passage express aux urgences. Le médecin lui donne du tramadol par voie veineuse pour calmer la douleur. Le tramadol, c'est un antalgique de palier 2, un opiacé, mais non stupéfiant. On peut le voir comme le cousin plus doux de la morphine. Il agit à la fois sur les récepteurs morphiniques et sur la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Résultat, il calme la douleur, mais il peut provoquer somnolence, nausée, vertige. Ne te trompe pas à l'examen, ce n'est pas un anti-inflammatoire, ce n'est pas un palier 3. Et oui, il est utilisé pour les douleurs modérées à sévères. Tu peux l'imaginer comme une morphine allégée, efficace, mais à manier avec prudence.
Les autres antalgiques à connaître par cœur. La grande famille des antalgiques, c'est un peu comme une échelle à 3 marches. Le palier 1, il y a le paracétamol, simple et sûr. Au palier 2, il y a la codéine ou le tramadol, dont on vient de parler à l'instant. Au palier 3, il y a la morphine, c'est la plus puissante. Les AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, ne sont pas des antalgiques à proprement parler, mais ils soulagent la douleur inflammatoire. Et les corticoïdes, eux, ne sont pas antalgiques, mais anti-inflammatoires puissants. Le paracétamol, le héros discret. Le paracétamol, c'est l'allié du quotidien, antalgique et antipyrétique, donc contre la douleur et la fièvre. Mais attention à son hépatotoxicité. Au-delà de 4 grammes par jour, le foie trinque sévèrement. Tu peux visualiser le foie comme une éponge. S'il sature, il ne filtre plus. Et bonne nouvelle, le paracétamol peut être utilisé pendant la grossesse, aux doses usuelles. Ce n'est pas un anti-inflammatoire, ni un palier 2. Il reste en palier 1. Les AINS, efficaces mais dangereux en excès. Les AINS, comme l'ibuprofène, le kétoprophène et le naproxène, calment la douleur à faible dose, mais surtout l'inflammation. Ils agissent en bloquant les prostaglandines, ces messagères chimiques qui déclenchent douleur, chaleur et gonflement. Mais attention, les AINS ont un revers. Ils peuvent induire une insuffisance rénale, surtout chez les personnes âgées ou déshydratées. Ils peuvent provoquer des réactions allergiques graves. Ils sont interdits au 3e trimestre de la grossesse car ils ferment prématurément le canal artériel du fœtus. Ne tombent pas dans le piège, ils interagissent avec les AVK. Le risque hémorragique explose. Donc oui, ils interagissent bien avec les AVK. C'est des pièges ça dans les QCM. Ils disent ça n'interagit pas avec les AVK. C'est le contraire, ça interagit. Les corticoïdes, les anti-inflammatoires du tonnerre. Les corticoïdes, comme la prednisone, la bétaméthasone, sont anti-allergiques et anti-inflammatoires puissants. Mais ils affaiblissent les défenses du corps. À long terme, il faut surveiller le risque infectieux. La surveillance biologique inclut glycémie, cholestérolémie, triglycéridémie et créatininémie. Et surtout, on ne les arrête jamais brutalement. Pourquoi ? Parce que le corps s'habitue à recevoir du cortisol de l'extérieur et arrête d'en produire. Un arrêt brutal et la glande surrénale s'effondre. C'est un risque d'insuffisance surrénalienne aiguë. Attention, dans ce cas, on diminue progressivement les doses. Image mentale, les corticoïdes, c'est comme un robinet de puissance. Tu ouvres doucement, tu fermes doucement. Avant le bloc, la contraception oubliée. Avant son opération, Madame M panique. Elle n'a pas pris sa pilule ce matin. Petit rappel utile. Parmi les méthodes contraceptives hormonales, on trouve le DIU au lévonorgestrel, dispositif intra-utérin hormonal, le désogestrel, c'est une pilule progestative type Cerazette, l'étonogestrel, c'est un implant type Nexplanon, mais pas le DIU au cuivre, ni le spermicide, car eux ne contiennent pas d'hormones. Comment agit une contraception hormonale ? Donc là, déjà, ici, ce mot c'est écrit estroprogestatif. Donc, sachez que ça peut s'écrire estroprogestatif ou ostroprogestatif. Hein. Les deux vont très bien. C'est pas une erreur.
Donc on va reprendre. Les contraceptifs oraux estroprogestatifs empêchent la grossesse grâce à 3 mécanismes. 1. Inhibition de l'ovulation. 2. Modification de la glaire cervicale, qui devient épaisse et bloque le passage des spermatozoïdes. 3. Atrophie de l'endomètre, pour qu'un éventuel ovule ne puisse pas s'y nicher. Image mentale, c'est comme si le corps fermait les rideaux avec la glaire, coupait la lumière de l'ovulation et retirait les meubles avec l'endomètre. Les contre-indications à connaître absolument. Certaines situations rendent les contraceptifs estroprogestatifs dangereux. La migraine avec aura, il y a risque d'AVC. Un antécédent thromboembolique veineux. Des tumeurs hormonodépendantes. Et un accouchement récent, inférieur à 6 mois. Et attention, non, l'acné n'est pas une contre-indication. Au contraire, certaines pilules la diminuent. Le retour à domicile et les piqûres d'HBPM. Après son opération, Madame M doit rester immobilisée 3 semaines sans appui. Et qui dit immobilisation dit risque de phlébite. C'est là qu'interviennent les HBPM. On les a déjà vus dans un autre... Vous voyez la logique de mes vidéos. On les avait déjà vus dans une vidéo précédente. Et ça se répète ici. Donc, faites les liens et... voilà, c'est... Il n'y a pas de surprise à l'examen quand on révise comme ça. Donc c'est là qu'interviennent les HBPM, les héparines de bas poids moléculaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'ai dit là plus haut qu'on retrouve dans des vidéos précédentes. Elles sont préventives. Elles évitent la formation de caillots. Elles s'administrent par voie sous-cutanée, en variant les sites d'injection pour éviter les hématomes. Et oui, il faut surveiller le nombre de plaquettes. Un risque rare mais grave de thrombopénie induite par l'héparine existe. On ne remplace pas automatiquement les HBPM par les AVK après une semaine. Cela dépend du protocole et du patient. Les effets indésirables des HBPM. Les plus fréquents sont hémorragie, le sang devient trop fluide, hématome au point d'injection, et parfois plus rarement hyperkaliémie. Tu peux t'en souvenir avec l'image du sang trop léger. Il coule un peu trop facilement et laisse des traces bleutées. En résumé, la surveillance médicamenteuse. Pour tout traitement au long cours, on surveille toujours l'efficacité. Est-ce que ça agit comme prévu? Les effets indésirables. Les examens biologiques spécifiques selon le médicament. Le suivi thérapeutique pharmacologique, STP, si nécessaire. Et la fonction rénale, surtout chez les patients fragiles. À retenir pour l'examen. Quand tu penses à Madame M, retiens. Tramadol, c'est un opiacé. Palier 2 pour les douleurs modérées à sévères. Le paracétamol, c'est du palier 1. C'est un antipyrétique. Il est hépatotoxique s'il est supérieur à 4 grammes par jour. Ça veut dire dangereux pour le foie. Les AINS, ce sont des anti-inflammatoires. Il faut faire attention aux reins, plus les grossesses à partir du 3e trimestre. Les corticoïdes, c'est un anti-allergique. Surveillez la glycémie, les infections, l'arrêt progressif. Les contraceptifs hormonaux, ils bloquent l'ovulation, épaississent la glaire et atrophient l'endomètre. Les contre-indications pour les contraceptifs hormonaux sont la migraine avec aura, la TVP,
thrombose veineuse profonde, les tumeurs et le postpartum inférieur à 6 mois. Le postpartum inférieur à 6 mois, c'est quand il y a eu un accouchement il y a moins de 6 mois. Et les HBPM, c'est pour la prévention des thromboses. C'est en injection sous-cutanée et il faut surveiller les plaquettes et l'hémorragie, le risque hémorragique. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça, la méthode IFSI Réussite, apprendre par la diversité des sujets pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés, ici tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.